constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui justement entre en action avec le tirage au sort pour définir l'ordre de passage des candidats pour la vérification des parrainages. Absolument, Barthélémy Gom. Présentement, la commission procède au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats pour le contrôle des parrainages. Retenez que Boubacar Camara sera le premier à passer devant le Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages. Il sera suivi par Cheikh Agibou Soumaré et Ousmane Kane, un autre candidat, est venu en troisième position. Retenez que depuis ce matin, il y a des candidats dont les représentants sont absents et c'est l'huissier de justice qui a été obligé de mettre le bulletin dans l'urne, mais aussi à la présence de Maître Ciré Clédorli qui remplace Aïb Dafé, Maître Ciré qui représente le candidat Ousmane Sonko aujourd'hui ici au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, Barthélémy, le président de la commission, Mamadou Badio Camara, est revenu largement sur le processus, mais également le dépôt des candidatures. Il a levé quelques équivoques, notamment sur la participation des candidats. Il précise que tous les 93 candidats qui ont posé leur parrainage vont être tirés au sort. Maintenant, la prochaine étape, c'est au niveau du contrôle de parrainage. Pour un candidat qui ne présentera pas les 9 pièces pour le dossier ne sera pas pris en compte dans le cadre de la vérification des candidatures. Alors, Barthélémy Ngom, le tirage au sort se poursuit. Comme je l'ai dit, Boubacar Camara passera en premier devant la commission de contrôle des parrainages. Merci beaucoup Mamadou Sy en direct du Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord des excuses pour la qualité de ce direct. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, qui a précisé dès l'entame des travaux que le tirage au sort concerne les 93 dossiers de candidature que les 7 sages ont reçus. Les dossiers qui ne regrouperont pas les 9 pièces demandées ne vont pas être pris en compte. Au micro de Mamadou Sy, Mamadou Badio Camara souligne que quatre candidats ont déposé le parrainage de députés et un est venu avec le parrainage de maire. Nous l'écoutons. Il convient, pour bien comprendre la suite du processus électoral, de rappeler quelques règles que le Conseil a clairement énoncées dans les décisions numéro 1E 2023 et 2E 2023. Premièrement, tous les 93 dossiers déposés au Conseil constitutionnel sont concernés par le tirage au sort. Deuxièmement, parmi ces dossiers, seuls ceux qui présentent les 9 pièces exigées à l'article 121 du Code électoral et qui comprennent un nombre de parrains au moins égal au minimum requis par la loi feront l'objet d'un contrôle des parrainages. Troisième point, l'obtention du nombre requis de parrainage validé est une condition nécessaire, mais non suffisante à la recevabilité des candidatures. Pour les citoyens, le minimum de parrainage requis est fixé à 44 231 parrains et le maximum à 58 975 parrains. Au plan de cette option de parrainage, nous avons reçu 4 dossiers de déclaration de candidature accompagnés d'une liste de parrains députés. Un dossier de déclaration de candidature accompagné d'une liste de parrains maires ou présidents des conseils départementaux et 88 dossiers contenant des parrainages par des citoyens. Mamadou Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel. Le cas Ousmane Sonko, la grande équation pour ce contrôle de parrainage. Comment le Conseil constitutionnel va alors gérer cette situation pour un candidat qui n'a même pas reçu de fiche de parrainage? Écoutez la réponse du professeur de droit et constitutionnaliste Ndiogoussar. Le Conseil n'a pas encore commencé à regarder les dossiers. Et je pense que le premier élément qu'ils vont regarder, c'est par rapport au parrainage. Et quand ils vont regarder, tous ceux qui n'ont pas eu à satisfaire ces conditions, je pense qu'ils vont les écarter rapidement pour éviter d'avoir un télescopage ou des embouteillages au niveau du contrôle. Maintenant, pour le cas d'Ousmane Sonko, je crois qu'aussi ils ont déposé un dossier. Est-ce que le dossier est complet, c'est pas complet? On peut penser déjà que Ousmane Sonko n'a pas reçu des fiches de parrainage quand il avait formulé la demande auprès de la DGE. Et même, je pense qu'il n'a pas aussi reçu une quittance au niveau de la CDC quand il avait déposé sa caution. Mais je pense qu'ils ont eu l'intelligence d'avoir commis un huissier qui est venu constater le refus de l'administration de satisfaire cette demande de remise de parrainage, de même que la quittance. Maintenant, quand ils doivent déposer le dossier au niveau du Conseil, l'intelligence voudrait qu'à la place de la feuille de parrainage, qui est le formulaire officiel, qu'ils présentent au juge constitutionnel
le refus de l'administration en montrant que c'est un refus qui n'est pas motivé ou par exemple qui n'a aucune base. Comment le Conseil constitutionnel va contrôler les parrainages d'un candidat qui n'a même pas reçu de formulaire de parrainage numéroté? Voilà, je pense que la candidature de M. Sonko ils avaient privilégié le parrainage des députés, des élus, donc mais pas le parrainage citoyen. Si c'est le cas... Ousmane Sonko n'a pas de numéro de parrainage. Voilà, il n'a pas de numéro, c'est pourquoi donc ça c'est la DGE qui a refusé de remettre le formulaire avec un numéro. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est le cas, Ousmane Sonko, si c'est l'intelligence de le pousser à prendre une feuille, mettre les noms des députés qui sont régulièrement élus et qui ont voulu parrainer M. Sonko, mettre leur signature et leur numéro, et signer et déposer au niveau du Conseil constitutionnel pour dire que le fait de ne pas pouvoir mettre ces noms-là sur les formulaires, c'est parce que l'administration leur a refusé un numéro et un formulaire. Et comme il ne voulait pas être folklore, il dépose montrer qu'à l'impossibilité nulle n'est tenue. RFM, la radio de toute l'actualité. Keur Madiabel, Gandiaye et Birkilane, les usagers des forages réclament la résilience du contrat d'affermage qui lie Flex'Eau à Ofor. Les 3 collectifs de ces 3 localités se sont réunis en association pour mieux porter la lutte contre la défaillance des contrôles, des compteurs plutôt dits intelligents et la mauvaise qualité de l'eau dans le monde rural. Face à la presse, l'association qui regroupe ces 3 collectifs a donné un ultimatum aux autorités avant d'alerter le chef de l'État, Fatoumou. Les usagers des forages de Keur Madiabel, Gandiaye, Birkilane et environ expriment toujours leur indignation face aux démarches de Flex'Eau dans le monde rural. Très remontés, ils exigent la rupture de tout contrat qui lie cette entreprise à Ofor. Ousseynou Mbow, membre du collectif, interpelle le chef de l'État. Monsieur le Président, la situation qui prévaut aujourd'hui et les différends qui nous opposent avec ces sociétés nous interpellent tous et en premier chef, nous vous demandons de rompre définitivement le contrat d'affermage qui lie Flex'Eau à Ofor et apporter la lumière à cette nébuleuse des compteurs. La défaillance des compteurs dits intelligents, la hausse des prix des factures, entre autres, demeurent jusque-là des préoccupations pour ces usagers. De remplacer sans délai ces fameux compteurs intelligents par de nouveaux compteurs analogiques fiables. Le non-paiement de toutes les factures générées par ces compteurs numériques qui fournissent des index erronés. Le retour de la gestion communautaire de l'eau avec l'accompagnement de l'État. Une eau saine et potable dans tout le réseau. Un ultimatum est donné à la tutelle pour la réinstallation des anciens compteurs. El Hadj Ibrahima Sokhna. D'ici la fin du mois, si nos anciens compteurs ne sont pas installés dans nos maisons, nous allons barrer Flex'Eau et les autres. Le différend entre Flex'Eau et les usagers du monde rural est loin de connaître son épilogue. Les 3 collectifs regroupés à une association entendent porter le combat et passer à la vitesse supérieure si l'État ne réagit pas. Fatoumbo Kaulak, Radio Futur Média. Les responsables de Flex'Eau que nous avons joints tout à l'heure pensent que ces habitants qui s'agitent ne savent pas réellement ce qui se passe au sujet de ce contrat qui lie Flex'Eau à Ofor. Et pour ce qui est à l'origine de ces dénonciations, c'est donc les changements opérés dans l'installation des compteurs. Mais quoi qu'il en soit, ces compteurs sont bien homologués, estime Abdul Aziz Diagne, responsable technique de Flex'Eau que nous écoutons. Ce qui a enclenché ce mouvement de protestation, c'est la suite de changement de compteur. Effectivement, lorsqu'il y a eu ce changement de compteur, il y a eu un changement sur les factures émises. Parce que quand on dit que les anciens compteurs n'étaient pas fiables, donc il y avait un sous-comptage ou bien un sur-comptage de ce qui était consommé par les clients. Donc il y a un rétablissement de ce que j'appellerais une justice. Une meilleure fiabilité. Donc, ce que vous consommez, c'est ce que vous allez être facturé. Donc, et c'est ce que vous devrez payer. Maintenant, certains qui ont vu leur facture en hausse, on peut réagir par rapport à ce changement-là. Mais il faut qu'on rassure. Donc, je tiens à rassurer les populations de Keur Madiabel et d'ailleurs que ces compteurs-là qui ont été remplacés, ces compteurs-là qui ont été installés sont des compteurs de classe D, donc des compteurs homologués qui sont passés par toutes les séries de tests possibles avant d'être installés au niveau de Keur Madiabel. Et même après ces installations-là, il y a eu des procédures de réception et de validation, donc qui ont confirmé la conformité donc de ces compteurs-là par rapport à l'usage
domestiques. Abdoulaziz Diagne, responsable technique de Flex Eau, direction Ndombor. Ndombor, un village situé dans la commune de Taïba Ndiaye. Les populations accusent les industries chimiques du Sénégal de les avoir dépossédés de leurs terres. Et pire encore, les victimes n'ont pas été dédommagées. Les habitants dénoncent également la pollution dont ils sont victimes et le manque d'eau dans la zone. Les jeunes du village ont tenu un point de presse pour alerter les autorités car plusieurs enfants du village sont aujourd'hui malades à cause des produits qui se dégagent des cheminées. Chahante Diop. Il s'agit de Ndomour, ce village non loin du site mine des ICS vit dans des difficultés. Modou Ndiaye, leur porte-parole. Le village de Ndomour, déplacé par les industries minières en 1973, compte aujourd'hui plusieurs milliers d'habitants. Les populations de Ndomour ont soif. Le village de Ndomour souffrait pratiquement que d'eau, ça fait presque une année. Les populations de Ndomour ne se soignent pas bien, c'est certain. Sur la maladie des enfants aussi, les ICS n'ont fait aucun effort par rapport à cela. Notre cas de santé est à côté et nous n'avons même pas assez de médicaments pratiquement pour ravitailler pratiquement la case de santé. Ces populations ne décolèrent toujours pas. Elles dénoncent aussi l'expropriation de leurs terres. En plus, les engagements pris par les ICS ne sont toujours pas respectés. Leur environnement est pollué et leur terre est appropriée sans dédommagement. Aucun et les ICS en train pratiquement de piétiner nos terres par rapport aux cimetières. Bon, ils nous ont promis de clôturer les cimetières depuis un certain moment, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Un jour, l'autorité a été déplacée ici, mais jusqu'à nos jours, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Interpellée, la direction des ICS ne veut pas trop s'épancher sur la question. En ce moment, RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Émigration irrégulière, Sadio qui pleure encore 7 de ces jeunes. Le conseil municipal de la jeunesse a d'ailleurs organisé un forum pour sensibiliser les jeunes sur le drame de l'émigration. Un message a été adressé aux autorités pour une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes, surtout ceux du monde rural. Papa Balagui. Affectés par le décès de 7 jeunes dans leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles, les jeunes de Sadio alertent sur les dangers de l'émigration clandestine. Gormak Cissé, secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Sadio. Vu le contexte actuel de l'immigration clandestine, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en mer et qui sont restés. Donc sur ce, nous avons jugé nécessaire d'organiser ce forum qui est juste un cadre d'échange, de rencontre avec la tutelle, les autorités, les structures, les partenaires et autres. Pour faire face à ce phénomène, l'État doit davantage soutenir les jeunes dans le monde rural, plaide le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Sadio. Que pour l'État, les entreprises, donc les gens qui travaillent dans d'autres secteurs puissent peut-être prêter la main aux jeunes de Sadio. Alors en quoi faisant? En les assistant, en facilitant leur insertion dans le monde du travail. Et partout, vous voyez dans pratiquement beaucoup de secteurs ici à Sadio, il y a des jeunes qui s'y activent. Peut-être certains sont dans le domaine du maraîchage, d'autres sont dans le domaine de l'élevage, d'autres dans le domaine du commerce. Et il y a des étudiants, il y a beaucoup par exemple de diplômés, il y a des gens qui ont beaucoup de capacités également, que je peux dire, mais malheureusement qui peinent à trouver un emploi, c'est-à-dire qui peinent à joindre les deux bouts. Mais on voudrait qu'au sortir de cela, qu'on achemine toutes les doléances. Laissant souvent des familles éplorées, le conseil communal de la jeunesse appelle ainsi les jeunes à penser au développement du terroir en lieu et place d'un voyage incertain. Papa Balagui, Mbaké, Radio Futur Média. La menace des boulangers depuis hier menace d'aller en grève au mois de janvier et février prochain. Mohamed Cissé, le vice-président de l'ASCOSEN, n'est pas en phase. Il estime que rien ne peut justifier ce mouvement d'humeur puisque le prix du blé a baissé depuis 6 mois maintenant. Et selon le directeur du service régional du commerce de Dakar, c'est une grosse surprise d'entendre la fédération des boulangers menacée d'aller en grève car les négociations pour l'assainissement du secteur avancent bien. Seydou Nourouba. Mohamed Cissé dit non aux boulangers. Pour moi, ils n'ont pas tapé à la bonne porte. Mais ils auraient dû penser à inviter les meuniers à baisser le sac de 50 kilos. Sont le vice-président de l'ASCOSEN. Depuis 6 mois, le prix du blé a bien baissé. Mohamed Cissé dit donc ne rien comprendre de la menace des boulangers d'aller en grève. Depuis 6 mois, les meuniers sont en train d'engranger beaucoup de profits. C'est le moment pour nous, Association de défense de consommateurs, qu'on s'asseye pour revoir la structure du prix de la farine. Où se trouve la solution? Parce que quand la farine baisse, les boulangers sont soulagés. Et pourtant, l'État avait donné 60 milliards de francs CFA au meunier Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce. En 2022-2023, l'État du Sénégal a dépensé 60 milliards pour permettre au prix du pain de ne pas doubler. Parce que sur le marché mondial, la farine et le blé avaient pris des tendances tellement lourdes qu'aujourd'hui, le prix du pain aurait dû coûter 325 au lieu de 175 francs.
Amadou Toubanyan, chef du service régional du commerce de Dakar, soutient que les discussions sont pourtant en cours pour un résultat positif. C'est donc avec beaucoup de surprise qu'il apprend la nouvelle attitude des boulangers. Je crois que le cadre-là est en train de fonctionner à merveille. Donc cette décision-là nous a pris au dépourvu, volonté d'aller en grève. De toutes les façons, le cadre est toujours là et l'État reste toujours ouvert aux discussions. Les boulangers revendiquent 5 points de revendication, parmi lesquels une augmentation du prix du pain, la suppression de la TVA sur leurs factures d'électricité et le respect de la réglementation du décret 2777 du 31 décembre 2019. Seydou Nourouba, les eaux usées au quartier Arafat de Grand Yoff, là-bas, l'eau des égouts s'est emparée de plusieurs rues. Une odeur nauséabonde de l'avenue Hyacinthe Thiandoum au marché Grand Yoff, ce qui demeure une menace sur l'environnement et sur la santé des populations. Rokhaya Sambo. Des eaux usées qui ruissellent un peu partout, dégageant une odeur nauséabonde, des briques installées pour permettre aux gens de passer. Tel est le décor à Arafat Grand Yoff. Absa Sow exprime leur désarroi. Nous sommes très fatigués. Il y a toujours ces eaux usées avec cette mauvaise odeur. Même pour se laver, on se met dans une bassine ou aller se laver à la mosquée. Ces eaux usées contribuent selon les populations à la dégradation de leur santé et celle de leurs enfants. Ce n'est pas bon pour notre santé. Tous nos enfants ont été contaminés par ces eaux. Très difficile pour les personnes âgées d'aller accomplir leur prière à la mosquée. Rien qu'avant-hier, il y a un vieux qui est tombé ici en allant à la mosquée. Ibrahima, ce jeune tailleur a vu ses activités tourner au ralenti à cause de ces eaux qui envahissent son lieu de travail. On ne peut même plus engager une commande car en travaillant, les tissus risquent de tomber dans l'eau. Ça a vraiment bouleversé notre business. Les habitants de Grand Yoff Arafat se disent écœurés car n'ayant plus d'espace pour effectuer la prière du vendredi, ils dénoncent aussi le mutisme de l'ONAS et des autorités. Rokhaya Sambe. Puis midi 20 minutes, je vous l'annonçais en titre, Guinée-Bissau, l'administration de la pêche qui fixe de nouvelles règles pour les pêcheurs étrangers qui opèrent dans les eaux du pays. Désormais, il est formellement interdit à ces pêcheurs d'y évoluer avec des licences de leur pays. Des mesures prises en accord avec l'association des pêcheurs sénégalais établie à Bissau, pour qui cette démarche va réglementer l'activité de pêche pour les étrangers qui auront désormais des licences spéciales. Les pêcheurs sénégalais ont rencontré les autorités bissau-guinéennes sur la question. Lamine Ba. C'est l'Institut portuaire et maritime de Guinée-Bissau qui a pris la décision de remettre de l'ordre dans ces eaux en fixant ces nouvelles règles. Il s'agit de mettre un terme à la délivrance frauduleuse des licences de pêche aux pêcheurs étrangers qui opèrent avec des licences nationales. Arliendo Mendes est le PCA de l'Institut maritime et portuaire de Guinée-Bissau. Il est impératif d'obtenir une licence étrangère pour éviter des problèmes futurs et vous devriez travailler avec l'association pour une meilleure information. Si je rencontre quelqu'un avec une licence nationale, ce permis vous sera retiré ou votre pirogue sera arrêtée. Les autorités de Guinée-Bissau ont tenu à en informer nos compatriotes établis à Bissau à l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord. Cipriano Fernando Sa, coordinateur du FISCAP, l'équivalent de la surveillance maritime. Nous de l'Institut maritime et portuaire de la Guinée-Bissau, nous avons tenu cette réunion avec l'association pour qu'ils informent tous les pêcheurs étrangers, notamment du Sénégal, que nous avons pris l'initiative de confier le processus d'organisation à l'association. Tout pêcheur étranger qui a été arrêté avec une licence nationale sera poursuivi en justice et vous perdrez votre pirogue et vous ne pêcherez plus jamais dans les eaux de Guinée-Bissau. Dans ce processus voulu inclusif par les autorités bissau-guinéennes, c'est l'association des pêcheurs sénégalais de Bissau qui va jouer le rôle d'interlocuteur entre les pêcheurs sénégalais et l'administration des pêches de la Guinée. Djibril Diallo, président de l'association des pêcheurs sénégalais de Bissau. Ce partenariat va remettre de l'ordre dans le secteur en réglementant de la sorte les pêcheurs peuvent travailler en toute quiétude en étant en phase avec la loi. Nous comptons informer les autorités et les acteurs du secteur de ces nouvelles dispositions prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs sur les côtes bissau-guinéennes. L'association des pêcheurs sénégalais établie à Bissau compte initier une série d'activités pour informer les acteurs du secteur des nouvelles dispositions prises par l'administration de la Guinée-Bissau. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. Le centenaire de Cheikh Anta Diop, hommage ce matin à l'historien scientifique sénégalais.
Barthélémy Ngom, c'est un jour mémorable selon le Premier ministre Amadou Ba. Une belle journée ensoleillée pour rendre hommage à l'un des esprits les plus éclairés de notre temps. Après l'IFAN, après l'université Cheikh Anta Diop, où l'historien a passé une bonne partie de sa vie professionnelle, voici aujourd'hui la maison Cheikh Anta Diop, la maison dans laquelle il a vécu avec sa famille de 1960 jusqu'à sa mort en 1986. Elle a été transformée en musée biographique qui va donc abriter sa collection personnelle, ses archives et ses œuvres. À travers ce symbole vivant de l'héritage de Cheikh Anta, l'État du Sénégal s'engage, selon Amadou Ba, à perpétuer son héritage et à stimuler la recherche. L'idée de transformer cette maison en musée n'est pas une simple initiative commémorative de son centenaire. L'idée est d'en faire un sanctuaire à l'image un peu de la maison Nelson Mandela à Soweto en Afrique du Sud. Cheikh Mbacké Diop, l'un de ses fils, a exprimé toute la reconnaissance de la famille pour ce geste et cette décision de l'État du Sénégal. En direct, Anna Rocha. Merci Anna. Hommage ce matin donc à l'historien scientifique sénégalais Cheikh Anta Diop. Sa maison a été transformée en musée, vous l'avez dit. Cérémonie présidée par Amadou Ba, le Premier ministre. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Tchad, la nouvelle constitution a été définitivement adoptée. La Cour suprême a validé hier les résultats du référendum. Cette étape est censée ouvrir la voie des élections fin 2024. Abdoulaye Nour. D'après les résultats définitifs, le oui l'a remporté avec plus de 85% des voix, tandis que le non a obtenu 14% des suffrages, avec un taux de participation qui s'élève à 62% selon le président de la Cour suprême lors d'une conférence de presse. L'opposition qui avait appelé au boycott a dénoncé, selon les dires de Max Kemkoy, président du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP. Ce référendum est un second coup d'État de Mohamed Idriss Déby Itno. Selon lui, les résultats ne sont pas crédibles. Cependant, le principal opposant et président du parti Les Transformateurs, Succès Mara, avait appelé à voter favorablement oui au référendum. Pour rappel, Idriss Déby Itno avait promis des élections après 18 mois devant l'Union africaine, une élection à laquelle il ne se présentera pas. 10 mois plus tard, son régime prolonge la transition de 2 ans et l'autorise à être candidat à la présidentielle prévue en fin 2024. Plus de 300 Tchadiens sont tués à Djamena suite à des manifestations contre le régime de Mahamat Itno. Présidentielle en République démocratique du Congo, Georges Félix Tshisekedi en tête avec plus de 70% des résultats partiels. 76 plus exactement sur 12,5 millions de voix comptabilisées par la commission électorale. Le président sortant en obtient 9,5, suivent Moïse Katumbi avec 16,5% et l'autre opposant Martin Fayoulou 4,4%. Près de 44 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. La CENI n'a pas établi le taux de participation. C'est dimanche que la CENI devrait publier les résultats complets provisoires de la présidentielle. Une élection à un seul tour. Le dernier mot doit revenir en janvier à la Cour constitutionnelle. En Éthiopie, plusieurs morts dans une frappe aérienne sur le terrain d'une église. 8 personnes tuées dans la région d'Oromia. 5 autres personnes sont blessées alors qu'elles ramassaient du maïs. Selon des témoins et un parti politique d'opposition, le porte-parole du gouvernement a qualifié les récits de la frappe aérienne de mensonges absolus. Selon un membre de l'église qui a requis l'anonymat, 2 diacres, 2 clavéristes de l'orchestre de l'église et un membre de la chorale de l'église figuraient parmi les morts. La guerre au Proche-Orient, l'Office de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce qu'un convoi humanitaire a été touché par un tir israélien. L'agence de l'ONU précise qu'aucun membre de l'équipe n'a été blessé, mais rappelle que les travailleurs humanitaires ne devraient jamais être une cible. Une délégation du Hamas est attendue ce vendredi au Caire pour discuter d'un éventuel plan de cessez-le-feu prévoyant aussi la libération d'otages. En Iran, 4 personnes dont une femme exécutées ce vendredi. Ils sont accusés d'être des saboteurs ayant des liens avec les services de renseignement israéliens du Mossad. Ces exécutions portent à 5 le nombre de personnes exécutées ce mois-ci dans une guerre fantôme qui dure depuis des décennies et qui a vu l'Iran accuser Israël d'attaque contre son effort nucléaire, accusation que ce dernier n'a jamais confirmée ni démentie. La Russie a lancé ce vendredi l'une des plus grandes attaques de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. 12 civils tués, plusieurs dizaines de personnes blessées. Les attaques ont touché des immeubles résidentiels à Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré
déclaré sur Telegram que la Russie a attaqué avec tout ce qu'elle avait dans son arsenal. Selon lui, environ 110 missiles ont été tirés, dont la plupart ont été abattus. La Russie, de son côté, affirme que toutes les cibles ont été atteintes. Le ministère de la Défense précise que la Russie a effectué plus de 50 frappes, dont une d'envergure entre le 23 et le 29 décembre contre des sites d'infrastructures militaires, des dépôts de munitions et des lieux de déploiement de soldats ukrainiens et des mercenaires étrangers. Georges Déthié-Diop, la guerre Israël-Hamas qui commence à durer et ce n'est pas pour demain la fin. Georges, merci. Midi 28 minutes. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Aliou Cissé, le coach national, a publié ce matin une liste de 27 joueurs. C'était ce matin face à la presse. Aliou Cissé a donc rendu public cette liste, une liste marquée par la présence de certains joueurs cadres blessés et qui ont été convoqués pour aller jouer la CAN. Il s'en est expliqué et il a également donné beaucoup plus d'informations sur comment il compte préparer cette compétition. Le résumé de cette conférence de presse avec Solethiam. Comme l'attendait bon nombre de Sénégalais, pas de grande surprise sur la liste des 27 joueurs devant prendre part à la CAN Côte d'Ivoire, à part le retour de Pape Gueye et des joueurs récemment blessés comme Boulaye Dia. Mais le sélectionneur Aliou Cissé rassure. Je n'aurai pas Boulaye peut-être lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. Je pense qu'un Gana Gueye, on peut le récupérer avant le 15 contre la Gambie. C'est qu'un Nampalys Mendy aujourd'hui, il en est à 2 semaines. Ça veut dire qu'il a commencé déjà la course. Il peut être à 100% avant le 15. Un garçon comme Sabali a repris la course aussi. C'est des garçons qu'aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce qu'ils m'ont donné leur parole. Il y a énormément de confiance entre mes joueurs et moi. Ils ne m'ont jamais trahi. Le regroupement des Lions démarre ce samedi et Aliou Cissé compte passer la fête du 31 décembre avec les joueurs et leurs familles. Un match amical contre le Niger est aussi au menu et selon le sélectionneur, pas risqué du tout. Dans le football, il y a toujours des risques, mais en réalité, on ne pouvait pas se permettre d'aller à cette CAN-là sans avoir de match amical. Il est important de s'entraîner, mais il est important aussi de jouer. C'est la raison qui a fait qu'on a mis ce match-là le 8 et il est important quand même de le jouer pour justement revoir certaines choses dans notre stratégie, essayer de donner du temps de jeu aussi à certains garçons qui n'ont pas beaucoup joué. Le Sénégal compte bien assumer son titre de champion selon Aliou Cissé. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la coupe, bien sûr, on fera partie des favoris, mais on ne fuit pas cette responsabilité. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a assez de vécu, assez d'expérience. Le tout, c'est que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions et dans la confiance. Quand je vois aujourd'hui l'Égypte, bientôt, ça va faire le tour. Donc nous, on a une seule étoile. On a envie d'aller gagner et encore gagner et continuer encore à gagner. Concernant les réservistes, en cas de pépin physique, Aliou Cissé pourra tirer sur la liste des présélectionnés pour remplacer le joueur blessé. Aliou Cissé s'est également prononcé sur Sadio Mané, son état de forme, également son comportement dans le terrain. Il pense que c'est l'un des meilleurs du Sénégal. Tout le monde connaît Sadio, ça fait des années que vous fréquentez, vous savez à quel point ce garçon est éduqué et correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu nerveux ou énervé ou manquer de respect à qui que ce soit. Je veux dire, voilà, donc c'est sur le terrain, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on peut avoir parce que tout simplement on est irrité, parce qu'il y a une décision arbitrale qui a été faite et qu'à un moment donné on est énervé contre. Mais ça fait partie du football. Mais je pense que c'est un garçon quand même assez respectueux. C'est un garçon qui est concentré sur l'essentiel. Sadio, c'est un compétiteur. Voilà, Aliou Cissé donc qui était face à la presse ce matin pour publier sa liste de 27 joueurs. Aliou Cissé qui a convoqué des blessés, Boulaye, Nampalys. Le débat reste ouvert. Le débat reste ouvert, mais il a assuré qu'il a eu la confirmation de son staff technique que ces 4 joueurs blessés seront remis et aptes à jouer avant le match contre la Gambie. On va voir d'ici là, Malal. Du foot, on passe à la lutte. Avec le combat royal prévu le 1er janvier qui va opposer Modulo, roi des arènes, à Boignan numéro 2 de Pékin. Une affiche analysée par notre consultant Saluba.
Ils se sont testés lors du dernier Open Press. Chacun des deux lutteurs a pu prendre la pleine mesure de son adversaire. Boy Niang a déclaré ouvertement à Modou Lô qu'il ne fera plus pleurer un lutteur de Pékin ou bien les supporters de Pékin. Ce dernier lui a répondu qu'il est roi des arènes et qu'il compte bien le rester après le 1er janvier, ce qui augure d'un combat hypersonique mais également très disputé. Maintenant, pour ce combat, Modou Lô n'a que deux opportunités, soit battre Boy Niang ou obtenir le point du nul, ce qui lui permettrait de conserver son titre de roi des arènes. Mais Boy Niang, lui, doit obligatoirement battre Modou Lô pour lui arracher la couronne. Vous savez, dans ce combat, c'est un choc entre deux lutteurs très intelligents. Modou Lô, physiquement, il est prêt, il est intelligent dans l'arène et il calcule beaucoup. Pareil pour Boy Niang, qui étale sa classe, son intelligence et qui pose des pièges à ses adversaires. Ce qui va donc donner lieu à un combat très tactique entre deux lutteurs qui sont bons et qui savent lutter. Voilà, Bart, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. CAN 2023, la liste de Cissé publiée. Cissé nous dit les hommes sur lesquels il compte rééditer le coup de Bafoussam. Jour de vérité pour le jour, note le journal Les Échos. Les attendus et les surprises de Cissé Walfi va de ses supputations. Quels sont les 27 probables de coach Aliou Cissé? Sur ça, va au détail. Le confrère nous dit que ce sont les cadres qui vont être choisis. Sur les 27 probables, le journal note que Noah et Yon Lopi pourraient être recalés. Sur sa note qu'au sujet de Ghana, sa blessure n'est pas aussi grave qu'on le pense. Forfait en 2022 au Cameroun, Crépin et Sabali à la CAN, 4 ans et demi après, donc probable, là aussi analyse Stade Quotidien. Mais le journal Record croit savoir qu'Aliou Cissé va compter avant tout sur ses cadres, mais Stade Quotidien se demande si en élargissant sa liste avec des réservistes, Aliou Cissé ne craignait pas le syndrome Sadio Mané. Après la publication de la liste, place sera ensuite faite au stage pré-CAN. Les Lions restent à la maison où ils vont affronter le Niger en amical le 8 janvier prochain au stade d'Abdoulaye Wade. Selon le journal Le Soleil qui donne la nouvelle, le Cameroun et la Gambie qui partagent le même groupe que le Sénégal ont opté pour se préparer donc en Arabie Saoudite, tandis que la Guinée ira se préparer aux Émirats Arabes Unis. La prime des Lions a été doublée. L'État du Sénégal a mis sur la table 216 millions selon Direct News. Le Soleil a jeté un coup d'œil sur la liste de Rigobert Song, l'entraîneur du Cameroun. Une liste de 27 joueurs sans un de ses cadres, Eric Choupo-Moting. Parmi les absents, Nicolas Nkoulou, Faye Collins, entre autres. Selon enquête, le coach affirme assumer ses choix. Du côté de la Guinée, Kaba Diawara a laissé sur le carreau Ibrahim Cissé et Morlaye Silla. Le dernier aurait fait les frais de son embrouille avec le sélectionneur national. Ndelamayo Diouf, les frais de l'outrecuidance placés sous mandat de dépôt depuis hier par le juge d'instruction. Selon le journal Les Échos, Ndela et ses hommes de main ont été envoyés en prison. Les nounous sous contrôle judiciaire, les 48 bébés, eux sont actuellement à Gaspard Camara. Arrivés dans un piteux état, ils souffrent de déshydratation, mais ils se sentent aujourd'hui beaucoup mieux. Aux yeux de Libé, Carrière Mandé n'était ni plus ni moins que machin pour s'en mettre plein les poches. Elle, Ndela, se faisait de l'argent sur le dos des mères biologiques des bébés qui étaient en état de détresse. Plus de 6 mois après l'accident de 6 kilos, retour de l'Observateur ce matin sur un drame qui continue de ronger les familles des victimes. Le bilan passe de 40 à 70 morts. Nous restons avec l'Observateur. La police qui évente le plan d'une mafia de faux documents. Elle fabriquait, selon le confrère, des extraits de naissance, des passeports et des diplômes, de faux diplômes bien sûr. Le parrainage et le tirage au sort pour le contrôle, c'est aujourd'hui aux connaissances des passeports et des diplômes, de faux diplômes bien sûr. Le parrainage et le tirage au sort pour le contrôle, c'est aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Mais Walfadri note que beaucoup de cadres ont opté pour le parrainage par les élus. Le journal parle de volte-face. Une pléthore de candidatures notées. Le journal Enquête explique. Selon le confrère, la pléthore de candidats s'explique beaucoup par l'éclatement des principaux blocs Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi et Wallu. Ces profils intéressants et nouveaux sur la scène politique à retrouver en page intérieure. Le journal note qu'ils sont en quête de quart d'heure de gloire, de business aussi pour certains candidats. La liste des candidats au profil pas du tout ou très peu connu, tout cela à retrouver dans le journal Enquête. En première page du journal Le
Soleil, la SAR qui monte en puissance avec plus de capacité de raffinage. Elle est passée de 1,2 à 1,5 million de tonnes de pétrole brut par an. Objectif atteindre 3,5 à 5,5 millions de tonnes par an entre 2025 et 2035. Triplement aussi des capacités de production de la Sénélec. Bonne lecture à tous.